11 hectares de biodiversité en pleine ville, prête à être rasés pour faire de l'argent facile, comme dans les années 80. Voilà le genre d'affaires qui ne peut laisser indifférents celles et ceux qui se soucient de l'avenir de leurs enfants sur cette planète. Salut tout le monde, je m'appelle Antoine Dupont et je vous emmène aujourd'hui à Bon Secours, dans la métropole de Rouen, à la rencontre de Louise et Jean-Paul qui luttent près de chez eux contre un projet écocide. Que de travail encore à fournir pour lutter contre les nombreux projets inutiles en France. Nous aimerions plutôt avoir du temps et de l'énergie pour bâtir un environnement sain pour les futures générations. Mais non, certains politiques donnent du fil à retordre en favorisant des projets d'urbanisation mercantile au profit de promoteurs peu scrupuleux. Même si ça n'amuse personne, lutter contre est une nécessité. Le projet, le voici. 360 logements, dont 90 pavillons. Voici dans les grandes lignes l'historique de la lutte. Entre 2011 et 2018, Nexity obtient la concession et présente un dossier en vue des travaux. En 2018, les premiers lanceurs d'alerte se font entendre et créent l'APFB. En 2019, l'enquête publique sur le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, conclut que le projet doit être révisé en profondeur, repoussant ainsi le début des travaux. En 2020, le PLUI de la métropole de Rouen déclare les prairies de la ferme non constructibles immédiatement. Mais la mairie de Bon Secours attaque la métropole pour contester cette décision et espérer la construction des logements. Toujours en 2020, le préfet de Seine-Maritime prend un arrêté d'opposition au projet de Nexity en raison des risques de ruissellement importants du lotissement situé en bordure des coteaux calcaires. En 2021, la ville perd son recours contre le PLUI métropolitain et décide de faire appel. De plus, la majorité municipale vote le renouvellement pour 1 an, puis 2 ans de la concession de la ZAC à Nexity. Après ce tour d'horizon des aspects juridiques et techniques, intéressons-nous à ce qui vit en ces lieux. Je vous propose donc une balade naturaliste aux côtés de Louise et Jean-Paul, autour de cette prairie interdite au public par les propriétaires privés actuels, et qui sait, peut-être qu'ils ont de bonnes idées pour un aménagement respectueux du site et digne des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je m'appelle Louise et je suis lycéenne. J'habite cette ville et aujourd'hui on va à la rencontre de Jean-Paul parce qu'il a plein de choses à nous raconter. Bonjour Louise. Bonjour Jean-Paul. Ça va? Très bien et vous? Très bien. On va voir ensemble la ferme, l'ancienne ferme de Bon Secours. C'est un endroit qui est très important ici à Bon Secours. Et on essaye aussi de protéger cet espace. Bon, il y a des bonnes raisons pour ça, donc j'aurai peut-être des choses à te dire. Peut-être que toi tu auras des questions. T'as vu la ferme là? Ouais, l'ancienne, c'est l'ancien corps de ferme, ce qu'on appelle un corps de ferme. Donc ici on est vraiment dans je dirais un morceau de campagne tel que ça existait ici il y a un siècle, voire plus. Et donc là on est en plein cœur d'une ville et on a un espace Voilà. qui fait à peu près quelle taille? Ici on a une dizaine d'hectares, donc ce qui est extraordinaire puisqu'on est vraiment dans la ville de Bon Secours. Là, il y a la place du marché, il y a la mairie qui est pas loin. Si on se retourne, on a la basilique. Et puis, en contrebas, on a la ville de Rouen, on a Sotteville. Enfin, on est vraiment dans l'agglomération de Rouen. Donc, c'est vraiment un espace de campagne dans cette grande ville. Cet espace, il doit contenir une biodiversité assez incroyable s'il est en plein cœur d'une ville et qu'il a un siècle, je crois. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Il y a des choses qui vivent dans cet endroit? Tu parles de biodiversité, en fait, c'est l'ensemble de tout ce qui est vivant. Et effectivement, dans ces 10 hectares à peu près, il y a des oiseaux, il y a énormément d'arbres, toutes sortes de plantes évidemment. En fait, j'ai été dans ma vie dans un poste où je m'occupais de l'environnement. J'ai été responsable d'une structure qui sensibilisait les citoyens aux enjeux de l'environnement. Tu vois, donc ici, je suis un petit peu dans mon élément parce qu'on est en train de parler d'un espace qui est menacé. Et donc, je dirais que ça fait partie de ce que j'ai fait dans ma vie. D'essayer de protéger la nature, de protéger notre environnement. Comme tu as beaucoup travaillé dans tout ce qui est nature, tu peux nous dire s'il y a des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs dans cet espace qui est assez unique au final? Je dirais que tout ce qu'il y a ici, on ne va pas le trouver ailleurs puisque c'est un espace qui n'a pas d'équivalent. En fait, dans un rayon de peut-être 10 ou 20 km. Tu vois ici, ça c'est un noyer. D'ailleurs, il y a même les noix qui sont en train de se développer. Là. Ouais. Tu vois. On a à côté un frêne. C'est un arbre tout à fait typique de la campagne. Alors, on a typiquement ici à côté des arbres de campagne, c'est des vieux poiriers. On ne plante plus ce genre d'arbres. Ceux-là, ils ont été plantés, tu dirais quand? Quel âge ils ont? Une centaine d'années?
Alors, t'es pas loin du compte, hein, je pense qu'ils ont au moins 100 ans, Mhm. tu vois, ce qui nous amène au début du XXe siècle. Est-ce que tu as déjà vu une boîte de camembert avec une étiquette dessus? Il y a souvent des pommiers, des poiriers, des Mm. vaches, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà. Mm. Hein. Bah alors, on est tout à fait dans ce cliché-là. Et Voilà. ici, on n'a aucun traitement de la terre. Et oui, c'est une bonne remarque. C'est un espace qui est préservé. Il est préservé de tout traitement, tout mauvais traitement. Ouais. Hein. Donc, je dirais qu'il est bio. Une ferme, ça peut être un écosystème, c'est-à-dire c'est un système qui fonctionne avec des plantes, des animaux. L'homme intervient par définition. Donc il faut que tous ces éléments trouvent leur place. Et l'écosystème, c'est le fonctionnement de tout ça. Donc l'écosystème, c'est ce qui permet aux oiseaux qu'on entend là, de nicher. Donc ils ont un habitat. Tu vois, là, il y a une petite mésange qui s'est envolée. Mm. Je ne sais pas si tu la vois Oui, je l'ai vue. dans le poirier. Elle niche à proximité. Ça veut dire qu'il y a des trous, ça veut dire qu'il y a des insectes. On entend là une grive, tu vois, ça veut dire qu'il y a des arbres pour qu'elle niche, puis aussi des vers de terre pour se nourrir, des fruits, etc. Bah, aujourd'hui, il fait très très chaud. Je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce t'as raison. qu'un espace comme ça, c'est parce qu'on sait que le béton ça chauffe évidemment, et un espace comme ça, c'est plus frais, non? Écoute, moi j'ai entendu pas plus tard que ce matin à la radio qu'il était question de casser du béton dans les cours d'école ou sur des parkings pour mettre de la végétation, tu vois. Bon bah là, la végétation, là, c'est manifeste. J'ai fait les mesures, moi, à l'époque où on pouvait encore rentrer à l'intérieur de la ferme, ce qui n'est plus le cas là, puisqu'il y a des clôtures. J'ai mesuré par temps de canicule la température à l'ombre à l'intérieur. Et après, quelques minutes après, je suis allé en centre-ville et il y avait une différence de 5 degrés. 5 degrés quand on a 30 degrés ou 35, ça peut faire la différence dans le confort des gens. La maison de retraite qui est à proximité, c'est important. On est en train de parler de climatisation dans les maisons de retraite, les EHPAD, etc. Commençons par climatiser notre environnement proche. Il y a combien d'espèces d'oiseaux qui vivent dans cet environnement? Et les oiseaux qui vont nicher ici, c'est peut-être une vingtaine. C'est déjà pas mal. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont très communs, hein, heureusement. On entend là le moineau, lui il niche dans les maisons à côté. On entend aussi des étourneaux. Les étourneaux, ils sont assez bruyants. Ils doivent être en train de manger les cerises dans un arbre, tu vois, de la ferme. Et puis sinon, on entend la fauvette à tête noire souvent. On entendait tout à l'heure la grive musicienne, qui est très, très bruyante. Alors il y a des oiseaux qui sont plus rares que ceux dont je t'ai parlé, qui sont des oiseaux qui nichent dans les trous des vieux arbres, tu vois. Et donc tu ne peux pas les rencontrer n'importe où, ceux-là. Et parmi ces oiseaux qui nichent dans les trous des arbres, il y en a un qui s'appelle le pigeon colombin. Lui, on ne le voit pas spécialement en ville, il est que dans les endroits où il y a des arbres. Et il est très joli. Très très joli, il est bleu, il est plus petit que le pigeon ordinaire, il est bleu et il a un chant spécial. Je ne l'ai pas encore entendu, mais il y en a plusieurs couples qui nichent ici. Voilà, ça fait partie du patrimoine naturel d'ici. Il y a également un autre oiseau qui niche dans les trous d'arbres, c'est le rouge-queue à front blanc. Tu imagines à quoi ça ressemble? Je visualise. Tu visualises, bon, c'est un petit oiseau, comme son nom l'indique, il a la queue rouge et le front blanc. Donc, tu m'as beaucoup parlé d'oiseaux, et pour moi qui dit oiseau dit insectes, on parle beaucoup de la disparition assez inquiétante des insectes ces derniers temps. J'imagine que dans cet endroit-là, il y en a plus. Ah bah il y a des insectes, Mmh. hein. Là je ne sais pas si on peut les entendre, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait plein de sauterelles. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, mais il y en a. Dès qu'il y a de l'herbe, il y a des sauterelles, il y a des papillons. Là il fait un peu chaud peut-être pour qu'on voit les papillons, mais il y en a, ça c'est sûr et certain. Alors ce qui est plus spécial ici, c'est les insectes qui vivent dans les vieux arbres. Ouais. Dans les trous, les insectes viennent pondre et ils se développent dans le terreau qu'il y a dans les trous d'arbres. C'est aussi simple que ça. Et après, ils sortent, et ils s'envolent et ils vont pondre ailleurs. C'est leur vie, voilà. Et il y en a qui sont assez rares ici. Un épervier là. Qui chassait. Et ce patrimoine d'arbres, c'est vraiment une des richesses du lieu. Il n'y a pas beaucoup de vieux arbres, de grands arbres dans un rayon, enfin je te le disais tout à l'heure, dans un rayon de 10-20 km, on n'a pas beaucoup de vieux arbres. On a peut-être beaucoup d'arbres
parce qu'on aime planter des arbres. Tu vois, quand on construit, en général, on fait du verdissement. On met des petits arbres. Souvent, ils sont trop serrés, trop près des maisons, etc. Et ils n'ont pas la place et au bout d'un moment, on les coupe. Bah, ici, on a des grands arbres. Donc, c'est ce qui crée le climat, c'est ce qui crée la qualité du paysage aussi, tu vois. Ici, on a un espace où la végétalisation elle a été faite depuis très très longtemps et la qualité, elle est irremplaçable parce qu'on a des très vieux sujets et ça, il faut des siècles pour arriver à faire une chose comme ça. J'ai entendu dire qu'il y avait une mare, donc un point d'eau dans cet endroit, et quel est son intérêt à lui? Alors tu as raison, il y a une mare, on est passé devant. Bon, tu ne l'as pas vue, d'ailleurs on ne la voit pas depuis l'endroit où on était parce qu'elle est sous les arbres. Les mares de ferme, c'était plutôt pour donner de l'eau au bétail, donc les vaches venaient boire. C'était la ressource en eau, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante, tout simplement. Et depuis qu'il y a l'eau courante, les mares ont perdu de leur importance. Mais ici, dans la ferme, il y a toujours cette vieille mare, et elle a un intérêt parce qu'elle donne de l'eau aux petits animaux qui sont là, aux oiseaux, aux insectes, aux petits mammifères. Et puis il y a également une flore qui est particulière, des plantes spéciales. Voilà. Tiens, on entend, t'as entendu là? Ouais. Ça c'est le pic vert. Pic vert, c'est un très bel oiseau. Alors lui, il niche dans les grands arbres, tu vois. Il n'a pas besoin d'aller loin, il doit nicher juste à côté. Voilà, le pic vert, lui il va peut-être boire à la mare justement. Il n'y a pas de source ici, il n'y a pas de ruisseau, donc il n'y a que des mares pour nous donner de l'eau sur ce plateau. Est-ce que tu penses qu'il serait intéressant de mettre des ruches d'abeilles? Quand tu vois un terrain comme ça, quand tu vois des arbres comme ça, tu te dis que c'est un paradis pour les abeilles. Parce que les abeilles vont aller butiner les fleurs de tilleul. Je t'ai parlé des tilleuls, il y a des très grands tilleuls qui font plein de fleurs en ce moment. Le châtaignier, tout ça, c'est très bon pour les abeilles. Donc effectivement, des ruches, c'est très facile déjà. Ça ne coûte pas grand-chose de mettre des ruches déjà dans ce terrain, ça fera beaucoup de miel déjà. Moi, j'ai aussi une autre idée, c'est qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques, celles qui font du miel, il y a aussi toutes les abeilles sauvages, ce qu'on appelle les pollinisateurs en général. Les pollinisateurs, c'est des insectes qui vont transporter le pollen d'une fleur à une autre, ce qui va assurer la fécondation, et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des fruits, ou des graines. Bon. Donc les pollinisateurs, pour eux, c'est également un paradis, ici, parce qu'il y a plein de ressources, il y a plein de fleurs, notamment. Et puis en plus cet espace il est intéressant parce qu'il n'est pas complètement isolé. Alors il est en ville mais pas loin, il y a quand même le coteau. Et le coteau c'est aussi un endroit sauvage, le coteau qui donne sur la Seine. Et donc ça fait ce qu'on appelle un corridor biologique. Un corridor c'est un endroit où les êtres vivants circulent, notamment les insectes et les pollinisateurs. C'est un endroit qui est très riche et qui va pouvoir diffuser, tu vois, un peu dans toute la région en fait. Pour moi, ça, c'est difficile à remplacer, voire impossible. Ce ne serait pas des murs, là? Alors, c'est tout à fait ça, c'est des murs, c'est le fruit de la ronce. Ici, on est face à une haie champêtre, c'est-à-dire c'est une haie de la campagne, donc c'est normal qu'on ait une haie comme ça ici, dans la ferme. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une haie est ancienne, celle-ci, elle est très ancienne, plus il y a d'espèces différentes dedans. Pourquoi? Il me semble que les oiseaux vont apporter des graines qui vont... Exactement. Au fur et à mesure, les oiseaux, ou tu vois même ici, cet érable-là, c'est pas les oiseaux, c'est le vent qui a apporté des graines. Tu sais, ça fait des hélicoptères. Là. Voilà, donc la graine arrive là, elle germe, puis ça fait un arbuste de plus dans la haie. Ici, on a du houx. Alors là, le houx en Normandie, il y en a beaucoup. Là, il y a même des prunes sauvages. On n'est qu'au mois de juin, mais toi, les fruits sont déjà bien formés. Alors c'est des prunes qui sont pas très bonnes, mais enfin qui sont comestibles. On a bien sûr du lierre, et puis toutes les espèces qu'on trouve traditionnellement dans la haie, comme ici le charme, la charmille, il y a ça autour des jardins, souvent. On va sûrement voir l'aubépine, le frêne ici. Voilà, l'aubépine, tu vois. On trouve beaucoup l'aubépine dans les haies parce que c'est épineux. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir quelque chose d'épineux dans une haie? Pour pas que les animaux s'échappent. Voilà, ça sert de clôture infranchissable pour les animaux, parce qu'ils vont se piquer et donc ils passent pas. Regarde les petits fruits, ça c'est le prunelier. Si tu le goûtes, tu ne seras pas déçu parce que c'est immangeable. C'est astringent, tu sais, ça... Ouais. C'est pas bon, quoi. Ben, rien que ça, tu vois, pour les habitants de Bon Secours, ça peut être intéressant de venir cueillir des mûres pour faire des confitures. C'est tout bête, mais il y a plein de gens qui font ça.
Je comprends bien que c'est un truc très unique à préserver, mais qu'est-ce qu'on va en faire en fait de cet espace? C'est une vraie question parce qu'un espace, c'est fait pour vivre, pour évoluer. Tiens, une jolie, t'as vu, la jolie fleur là. Ouais, c'est une sorte de pois de senteur vivace. On parlait du climat, bon, ok, c'est un îlot de fraîcheur, mais au-delà, on peut aussi envisager que les gens puissent aller s'y promener. Pour moi, c'est une chose importante d'aller rêver dans un endroit, méditer, courir, promener son chien. Ici, comme partout, il y a des enfants dans les écoles qui seraient curieux de découvrir un espace comme ça, et les petites bêtes, les petites plantes. Au-delà de l'éducation, il y a également la question de la production, parce que tu sais, il y a une tendance générale qui veut relocaliser certaines productions, plutôt que de faire venir des légumes ou des fruits de l'autre bout de la France. De produire au maximum ici. C'est de l'agriculture, mais urbaine. Voilà. Ça pourrait être intéressant aussi que les enfants de notre école maternelle aient de la nourriture bio et locale. Exactement, je parlais de vente sur le marché, mais bien sûr, hein, comme tu le dis, ici on a pas mal de collectivités, maisons de retraite, écoles, cantines, restaurants, je ne sais pas, peut-être des restaurants d'entreprise. Tout ça, c'est possible ici. Voilà, on a des sols, on a de la terre, de la végétation autour, de la biodiversité, puis la population autour qui serait certainement ravie de pouvoir en profiter. Merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir éclairés sur ce lieu et de nous avoir dit tant de choses intéressantes. De rien, j'espère que tu vas ressortir de là motivé plus que jamais, gonflé à bloc, et que tu vas accompagner la protection de ce site, puisque faut compter sur des jeunes plus que sur des gens comme moi. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Voilà. Merci à toi aussi. Avec plaisir. Si vous pensez comme moi que la préservation de ce lieu est très importante, n'hésitez pas à adhérer à notre association, le lien est en description. Merci beaucoup de nous avoir suivis durant cette balade et bonne fin de journée.